Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Huissier d'audience, veuillez faire venir la partie civile TCCP 105. L'avocat de la défense de M. Yengseri, vous avez la parole. Maître Ang Udom. Monsieur le Président, je pense que nous avons oublié la partie de la procédure où les parties sont autorisées à exprimer des observations concernant la déclaration de la partie civile. Le Président, huissier d'audience, veuillez faire patienter la prochaine partie civile. Les avocats des parties ont-ils des questions ou des observations concernant la déclaration faite par la partie civile TCCP 82? Si les parties ont des observations à faire concernant la déclaration de M. Meisaran, ils auront la parole. Maître Anoudam. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs les juges. Je me réfère à la déclaration de M. Meisaran concernant ses souffrances. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais j'aimerais faire quelques observations concernant les débats et formuler quelques suggestions. Le Président. Je pense que ce n'est pas le moment pour les parties de faire cela. Vous avez la parole pour exprimer vos observations concernant la déclaration des souffrances exprimées par la partie civile. Et vous aurez la parole uniquement pour cela et pour rien d'autre. La défense de Yengseri. Merci, Monsieur le Président. Je n'aborderai pas d'autres sujets en dehors de la question qui nous concerne. J'ai constaté que cette partie civile a parlé de faits qui ne rentrent pas dans le périmètre du dossier et que les questions ont néanmoins été autorisées. Le Président, en effet, ces questions concernaient, votre question concerne une question de procédure et ne concerne pas la déclaration de souffrance de la partie civile. Vous êtes l'une des parties à cette procédure et si vous estimez qu'il y a des irrégularités de procédure, vous êtes autorisé à vous lever pour vous y opposer. Le Code pénal du Cambodge vous permet de le faire au moment où des questions prétendument dénuées de pertinence sont posées. Nous avons entendu M. Meisaran décrire ses souffrances. La parole vous est donnée pour formuler des commentaires concernant le contenu de sa déclaration et non pas en ce qui concerne la procédure. La défense. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas d'observation à faire concernant la déclaration. J'en aurai concernant la procédure. Je les réserverai pour
plus tard. Le président, huissier d'audience, veuillez faire venir la partie civile. Le président, les partis et les membres du public sont informés que la Chambre a reçu le document E-327/1 de la part de Ieng Sary qui renonce à son droit à être présent pendant la comparution de certains témoins et parties civiles, y compris la partie civile TCCP 105. Monsieur Ieng Sary a renoncé à son droit d'être présent pour des raisons de santé. Pour cette raison, la partie civile TCCP 105 comparaît ici devant cette chambre en l'absence de monsieur Ieng Sary, conformément à la règle 81 alinéa 5 du règlement intérieur. Madame la partie civile, comment vous appelez-vous? Réponse. Bonjour Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. Bonjour à tous. J'ai 50 ans. Je vis dans la province de Kandal, dans le district de Sac-Kandal. Le Président, quel est votre nom? Réponse. Je m'appelle Or-Ri. Le Président, merci. Vous venez d'indiquer votre âge et votre domicile. Quel est votre lieu de naissance? Réponse. Je suis née dans la commune de Tpo Bangre, ou dans le village, c'est un village dans la commune de Kampong Chamlang. Question. Dans quelle province êtes-vous né? Réponse. Dans le district de Tsak Kandal, dans la province de Kandal. Question. Vous habitez donc actuellement à votre lieu de naissance? C'est exact. Réponse. Oui. Question. Quel est votre métier? Réponse. Je suis agriculteur. Question. Comment s'appelle votre père? Réponse. Il s'appelle Ao. Le Président. Madame la partie civile, veuillez attendre que le voyant rouge de votre microphone soit allumé avant de répondre aux questions. Quel est le nom de votre mère? Réponse. Elle s'appelle Pat. Question. Êtes-vous marié? Réponse.
Oui, je le suis. Question. Comment s'appelle votre mari? Combien d'enfants avez-vous? Réponse. Il s'appelle Hun Mao. Nous avons 4 enfants. Le président. Merci. Madame Auri. Pendant ces débats, nous allons entendre votre témoignage. En tant que partie civile, vous avez le droit d'exprimer votre souffrance et les préjudices physiques et psychologiques que vous avez subis et des dommages causés par les crimes allégués dans ce dossier. Vous aurez la parole afin d'exprimer vos souffrances à la fin de votre comparution. Nous tenons à vous rappeler ce droit dont vous disposez. Vous aurez donc la possibilité d'exprimer vos souffrances. Conformément à la règle 91 bis du règlement intérieur des CETC, les co-avocats principaux des parties civiles pourront prendre la parole en premier pour interroger la partie civile. Nous vous rappelons que les co-avocats principaux et les coprocureurs disposent d'une demi-journée d'audience pour interroger la partie civile. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Au nom de la partie civile, c'est Maître Tisrina qui va poser les questions à cette dame. Le Président, merci Maître. Vous avez la parole. Maître Tisrina. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs les juges. Bonjour, Madame Auri. J'aimerais vous poser quelques questions. Mais tout d'abord, j'aimerais vous interroger au sujet de la prise de Phnom Penh par les Khmers rouges. Où habitiez-vous avec votre famille pendant le régime de Lon Nol? Réponse. Avec ma famille, nous habitions à Phnom Penh. Question. Où se trouvait votre domicile à Phnom Penh à cette époque? Réponse. C'était à kilo numéro 6. Question. Il y avait combien de membres de votre famille? Réponse. Nous étions 11. Question. Combien de frères et sœurs avez-vous? Parmi ces 11 personnes, lesquels étaient vos frères et sœurs? Réponse. Il y avait 11 membres de ma famille, mes frères et sœurs cadets, mes parents. Question. Quels étaient les métiers de vos parents à cette époque? Réponse. Ils vendaient du bœuf au marché.
Question. Pourriez-vous nous dire comment vous gagnez votre vie à cette époque? Réponse. À ce moment-là, nous avions assez à manger. Question. Avant que les Khmers rouges ne s'attaquent à Phnom Penh, 2 ou 3 mois avant ces événements, aviez-vous entendu parler d'une attaque, par exemple? Avez-vous entendu des bombes ou des coups de feu? Réponse. J'ai entendu des tirs de mortier sur Phnom Penh. Nous nous sommes réfugiés dans un bunker. Et une fois, ma sœur, qui se trouvait à côté d'une fenêtre, a reçu des éclats d'une bombe qui est tombée loin de chez nous, mais elle a été gravement frappée. Plusieurs de mes voisins sont décédés à cause de cette bombe. Je l'ai vue moi-même. Après que cette bombe est explosée, c'était calme, il n'y avait plus de combat et nous avons emmené ma sœur blessée à l'hôpital principal de Phnom Penh, et j'ai dû rester aux côtés de ma sœur pendant qu'elle était soignée à l'hôpital. 1 mois plus tard, ma mère m'a demandé de ramener ma sœur à la maison car elle avait le sentiment que le pays allait très mal parce que il y avait des bombardements tous les jours. Ma sœur n'était pas encore entièrement guérie et il a fallu l'aider à marcher pour rentrer chez nous. Quelques jours plus tard, nous avons vu des soldats des Khmers rouges qui s'approchaient déjà de Phnom Penh. Les Khmers rouges sont venus à notre maison. Ils sont venus pour nous demander de quitter la ville pendant 3 jours. On nous a dit de n'emporter aucune affaire puisqu'il ne s'agissait que d'un départ ponctuel. Question. Je suis désolée de vous interrompre. Vous avez dit quelque chose d'important et j'aimerais revenir là-dessus avant que vous n'oubliez. Vous avez dit qu'une bombe est tombée près de chez vous et que votre sœur a été gravement blessée. Dans quel état était votre sœur? Réponse. Lorsqu'elle a été frappée, elle est tombée par terre. Cette bombe a été lancée d'un endroit à proximité. Nous nous sommes dit que notre sœur aurait pu mourir, mais elle n'a été que gravement blessée. Question. Vous avez dit que avoir conduit votre sœur à l'hôpital principal. Rappelez-vous le nom de cet hôpital?
Réponse. Il s'appelait Beitom en Khmer, à savoir grand hôpital. J'ai remarqué qu'il y avait de nombreux blessés qui étaient admis à l'hôpital. Ils ont été blessés par les bombes. Question. Y avait-il encore des médecins ou des membres du personnel médical pour soigner votre sœur? Réponse. Oui, il y en avait. Mais c'était seulement si nous proposions de l'argent au personnel médical que notre sœur blessée pouvait être soignée. Sans argent, elle ne serait pas traitée. Question. J'aurais une autre question concernant la bombe qui est tombée près de chez vous. Votre maison a subi l'impact de cette bombe et votre sœur a été blessée. Qui d'autre a été blessé par cette bombe? Réponse. Oui. Mon voisin âgé, qui était assis en train de lire le journal, a été tué sur le coup par cette bombe. Question. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? Réponse. Nous étions terrifiés. Tout le monde avait peur. Nous avons dû nous réfugier dans une tranchée ou un abri à chaque fois que nous entendions les bombes tomber. Question. Beaucoup de gens ont-ils été tués? Réponse. J'ignore ce qui s'est passé plus loin de chez moi. J'étais seulement chez moi et je n'ai vu que quelques blessés et quelques personnes tuées. Question. Pendant combien de temps étiez-vous chez vous avant que les Khmers rouges ne prennent la ville? Après que votre sœur soit sortie de l'hôpital? Réponse. J'étais chez moi pendant 3 jours après la sortie d'hôpital de ma sœur. Et après ces 3 jours, les Khmers rouges ont pris la ville. Question. Le jour où les Khmers rouges sont entrés dans Phnom Penh, rappelez-vous depuis quelle direction ils sont venus pour prendre la ville. Si vous vous en rappelez encore, veuillez répondre, mais si vous avez oublié, vous pouvez le dire. Réponse. Oui, je m'en souviens. Trois jours après l'entrée dans la ville des Khmers rouges, on nous a rassemblés et demandé de partir. Les gens sont partis dans des sens différents. Ma famille et moi sommes allés vers le village de ma grand-mère. Question.
Madame la partie civile, veuillez écouter attentivement ma question. Lorsque les Khmers rouges sont entrés dans Phnom Penh, depuis quel endroit, depuis quelle direction sont-ils venus? Réponse, ils sont venus par Pré-Pneu. Question, ces Khmers rouges, combien étaient-ils à entrer dans la ville? Rappelez-vous? Réponse, non, je ne me rappelle pas, mais il y avait des lignes de soldats. Je ne peux pas vous dire combien il y en avait exactement. Question. Merci. Ces soldats qui marchaient en file, à quoi ressemblaient-ils? Réponse. Ils portaient un pantalon noir et une chemise noire, et ils avaient des sandales et ils portaient un foulard autour du cou. Question. Quelles étaient leurs autres activités à part marcher vers Phnom Penh? Réponse. Ils marchaient en file indienne, d'autres ne marchaient pas en file indienne, mais allaient chasser les gens de leur maison. On entendait des annonces sur des haut-parleurs mobiles informant les résidents de Phnom Penh qu'ils devaient partir parce qu'on s'apprêtait à nettoyer la ville. Question, lorsque ces soldats Khmer rouges qui marchaient en file, comme vous dites, et que certains d'entre eux sont allés dans les villages pour demander aux gens de partir, l'ont-ils fait simplement à voix haute ou avaient-ils des armes? Réponse, ils avaient des armes. Et ils s'en sont servis pour chasser les gens. En effet, ils ont menacé ceux qui ne voulaient pas partir de les tuer. Et donc, nous avons tous dû quitter pendant la nuit. Ou plutôt, nous avons tous dû partir sur le champ. Question. Est-ce que tout le monde a accepté de partir ou y en a-t-il eu qui ont refusé? Réponse. Ils sont partis. Certains ne voulaient pas partir. Ils avaient peur de perdre leur possession qu'ils laissaient derrière. Et on leur a dit, personne ne va toucher à vos choses, vous devez quitter. Et ils nous ont dit que nous devions partir pour 3 jours et qu'ensuite nous pourrions revenir chez nous. Bon, ma famille, comme d'autres familles, ne voulait pas partir, car nous ne voulions pas laisser notre maison et nos effets personnels derrière. Question. Quand vous avez quitté votre maison, comme on vous l'a ordonné, y avait-il d'autres gens qui vivaient avec vous et votre famille? Réponse. Il y avait beaucoup de gens qui habitaient tous ensemble. En effet, c'était assez... il y avait beaucoup de monde. Différents membres de la famille sont partis et ils sans doute sont allés dans leur village natal. Nous avons dû traverser la rivière après Lip et lorsque nous sommes arrivés sur l'autre rive, nous leur avons donné de l'argent pour pouvoir traverser la rivière. Moi et mes jeunes frères ou sœurs avions faim et voulions acheter quelque chose à manger, mais on nous a dit que l'argent n'allait plus être accepté. Question, vous dites que vous aviez apporté de l'argent et que vous vouliez acheter quelque chose à manger, mais qu'il n'y avait plus d'argent en circulation. Vous souvenez-vous qui vous a dit que la monnaie avait été abolie? Réponse, je ne sais pas qui l'a dit. Mais j'ai voulu acheter quelque chose chez les Sino-Khmer
et ils ont refusé d'accepter l'argent. Et ça c'est arrivé à d'autres personnes aussi. Question. Et à part de l'argent, votre famille a-t-elle pu apporter d'autres effets, comme du riz, des ustensiles de cuisine? Avez-vous eu le droit de prendre ces effets? Réponse. On nous a dit que ce n'était pas nécessaire d'apporter ces choses. Et que nous avions les moyens d'acheter sur le chemin et que ça serait trop lourd. Et que nous ne partions que pour 3 jours. Nous sommes donc partis sans rien emporter avec nous. Et ma mère venait tout juste d'accoucher. Et ma soeur ou mon frère aîné ne se sentait pas bien, donc nous sommes partis avec de l'argent uniquement. Question. Lorsqu'il a été annoncé que la monnaie n'était plus en circulation, qu'en pensiez-vous et qu'en pensait votre mère? Car à l'époque, votre famille n'avait rien d'autre que de l'argent. Réponse. Eh bien, nous pensions comment, si l'on n'acceptait plus l'argent, comment acheter des choses pour nos enfants qui étaient très jeunes. Moi, j'étais très jeune. Il pleurait. Question. Quand votre famille avait faim, est-ce que les Khmers rouges eux-mêmes vous ont donné de la nourriture? Réponse. Non, rien. Personne ne nous a rien donné. Nous avons continué de marcher jusqu'à ce que nous arrivions dans notre village natal. Nous avons pris un raccourci, mais nous ne pouvions toujours pas nous y rendre, donc nous avons dû nous arrêter en cours de route. Nous sommes restés près du lac. Les moustiques nous ont dévorés et mes jeunes frères et sœurs pleuraient parce qu'ils avaient faim. Et ma mère a dit, soyez patients, les enfants. Attendez que l'on arrive dans notre village. Question. Combien de jours votre famille a-t-elle voyagé avant d'atteindre le village? Réponse. Nous avons passé un jour et une nuit. Comme je l'ai dit, la nuit, nous avons couché en pleine forêt. Il n'y avait pas de maison de villageois, car nous pensions que nous pourrions atteindre le village en prenant un raccourci, mais finalement, nous avons dû nous arrêter à mi-chemin. Nous avons couché à même le sol et nous étions envahis par les moustiques. Question. Et à ce moment-là, était-ce simplement votre famille qui était avec vous? Y avait-il d'autres gens? Et s'il y avait d'autres gens avec vous, quelle était leur situation? Réponse. Toutes les familles étaient dans la même situation que la mienne. Les familles qui avaient de jeunes enfants, les enfants pleuraient parce qu'ils avaient faim. Ils pouvaient avoir de l'argent, mais on ne pouvait se servir de l'argent pour acheter de la nourriture. Et mes parents étaient très surpris. Question. Laissez-moi confirmer avec vous.
le jour où votre famille a été évacuée. Pourquoi vos parents ont-ils choisi de partir? Réponse. Mais nous n'avions pas le droit de rester. Ils nous ont chassés de chez nous, et sans nous donner de raison. Merci, dit la conseil. Vous avez dit que vous avez voyagé pendant un jour et une nuit avant d'atteindre votre village natal. Pouvez-vous nous dire où se situe ce village? Réponse. C'était le village de Bangdamrei, dans la commune de Bangtamlang. Question. Et lorsque vous êtes arrivé au village, où êtes-vous allé? Les gens du village vous ont-ils accueilli? Réponse. Lorsque nous sommes arrivés au village natal, nos grands-parents nous ont reçus, nous ont donné de la nourriture, donc nous sommes restés avec eux pendant quelques jours. Par la suite, l'encart a donné à ma mère l'instruction d'aller vivre dans une autre maison que nous devions construire nous-mêmes. Question. Quelle était la situation dans votre village? Les gens ont-ils été répartis entre peuples de base et nouveaux arrivants? Ou n'y avait-il pas de catégorie? Réponse. Nous étions des nouveaux, nous n'avions pas le droit d'être avec le peuple de base. Nous, les gens de Phnom Penh, étions considérés comme des nouveaux. Question. Dans votre village natal, ou plutôt, votre village natal était-il dans une zone libérée Khmer Rouge ou était-il sous le contrôle des forces de Lon Nol? Réponse. Mon village était déjà contrôlé par les Khmer Rouges. Question. Cela veut-il dire qu'ils avaient déjà réparti les gens en deux catégories, le peuple de base et le peuple nouveau? Réponse. En effet. Question. Qu'en est-il de votre famille? Qui venait d'arriver dans votre village natal. Votre famille était-elle considérée comme comme faisant partie du peuple de base ou du peuple nouveau? Réponse. Non, ma famille était considérée comme faisant partie du peuple nouveau. Question. Et saviez-vous pourquoi on avait catégorisé votre famille comme faisant partie du peuple nouveau et pas du peuple de base? Réponse. Ils ont dit tous ceux qui venaient de Phnom Penh, c'était des nouveaux. Et c'est ce qui est arrivé à toutes les familles qui venaient de Phnom Penh. Question. A-t-on préparé des statistiques pour les nouvelles familles qui sont arrivées? Réponse. En effet, ils étaient inscrits sur une liste différente. Question. Qui a fait la liste
pour la famille. Réponse, c'était le chef d'unité. Je ne connaissais pas cette structure. Vous savez, j'étais assez jeune à l'époque. Question. Votre famille est restée dans le village natal pendant 2 ou 3 jours. Avez-vous entendu, après 3 jours, que l'on invitait les gens à rentrer à Phnom Penh? Réponse, non. Je n'ai rien entendu de la sorte. Ma famille est restée dans ce village et pensait que l'on pourrait y vivre en paix. Question. Est-ce que votre famille et vous-même avez espéré que vous pouvoir rentrer à Phnom Penh après quelques jours? Réponse, en effet, nous voulions ardemment rentrer à Phnom Penh car nous avions laissé nos effets personnels et notre maison à Phnom Penh. Mais dans le village natal, il n'y avait rien pour nous là-bas. Il n'y avait pas assez de nourriture non plus. Question. Dans votre village natal, y avait-il un quota de nourriture pour le peuple de base et un quota différent pour le peuple nouveau, ou mangiez-vous tous ensemble? Réponse. Je ne suis pas resté au village très longtemps. Après, on nous a envoyés plus loin. Question. Laissez-moi reformuler. La part de nourriture que vous receviez, après qu'on vous ait demandé de vivre dans une maison différente de celle de vos grands-parents, quelle était cette part de nourriture que vous receviez? Qui vous la remettait? Réponse, c'était le chef d'unité. C'est lui qui distribuait la nourriture. Ma mère a reçu instruction d'aller chasser les moineaux dans les rizières. Question. Et la nourriture était-elle suffisante? Réponse. Il fallait que l'on se partage cela. Nous recevions chacun 3 louches de nourriture. Et par la suite, ce n'était qu'une seule louche. Une louche par personne. Question. Et à ce moment-là, mangez-vous tous ensemble ou est-ce que vous mangiez chacun de votre côté? Réponse. Il y avait un repas communal après quelques jours. Chẳng lục srei rùa nơi srok cầm nát nâng ban là dẹp rồi hốt đo là pe bay bọc đầm đón rồi có dăng mạch đá. Question. Êtes-vous resté dans votre village natal jusqu'à la chute du régime de Pol Pot? Sầm nặng bàn tay mùi rửa dạ tê. Réponse. Je n'y suis resté que pendant une courte période. Puis, ma famille et d'autres familles aussi ont reçu l'ordre de partir. Au début, nous pensions que, en arrivant dans notre village natal, nous pourrions nous retrouver
avec notre famille, mais finalement l'encart nous a envoyés plus loin. Question. Et saviez-vous où votre famille a été envoyée? Réponse. Je le savais bien à l'époque. Nous avons marché, nous avons continué de marcher jusqu'à nous sommes arrivés à Preklemek, yeah, et un bateau nous a recueillis. Question. Vos parents savaient-ils où vous alliez être envoyés? Réponse. Oui. Ils ont demandé où on nous envoyait. On leur a répondu que nous n'avions pas à poser la question. Tout ce que nous devions faire, c'était monter dans le bateau qui nous emmènerait à notre destination. Question. Et saviez-vous pourquoi votre famille a été envoyée plus loin que votre village natal? Réponse. Ils ont dit que les nouveaux, parce que nous étions nouveaux, nous devions partir, nous n'avions pas le droit de nous établir dans notre village natal et qu'il fallait que l'on soit envoyé dans des régions plus reculées. Question. Y a-t-il eu un traitement différent réservé au peuple nouveau par rapport au peuple de base? Réponse. Certainement. Seuls les membres du peuple nouveau ont été envoyés ailleurs et les peuples de base, eux, sont restés. Question. Vous avez dit qu'un bateau vous attendait. Combien de bateaux y avait-il en tout? Réponse. Il y en avait un certain nombre. Je ne me souviens pas du nombre exact. Chaque bateau était plein de gens. Question. Était-ce était-ce de grosses embarcations? Réponse. Oui, c'était assez gros. Après nous être embarqués, nous avons vu qu'il y avait déjà beaucoup de gens. Là, conseil. J'aimerais maintenant vous poser une question à propos de temps que vous avez passé sur la rive avant d'embarquer. Quand vous étiez sur la rive, avant donc d'embarquer dans le bateau, étiez-vous surveillé? Y avait-il des gardes? Réponse. En effet, il y avait des gardes armés, ils étaient membres de la milice et nous ont ordonné de monter dans le bateau. Et quand nous avons vu leurs fusils, nous avons pris peur et nous sommes empressés de leur obéir. Nous avons vu que d'autres familles avaient été harcelées par ces milices armées. Question. Vous dites que d'autres membres de la famille ont été menacés et qu'ils ne savaient pas pourquoi? Réponse. C'est parce qu'ils ne voulaient pas quitter le village. Ils voulaient rester dans le village dans l'espoir de pouvoir rentrer à Phnom Penh par la suite. Question. Pouvez-vous décrire pour la chambre la situation à bord du bateau après que vous soyez embarqué? Réponse. Bien sûr, je peux vous le décrire. Quand je suis monté à bord, le bateau était fermé, enfin couvert, et c'était en pleine noirceur et nous ne savions pas où le bateau allait. Question. Est-ce que vous et votre famille avez reçu de la nourriture? Réponse. Ce n'est qu'au débarquement. Nous sommes alors montés dans un camion
Et ma famille et d'autres personnes ont reçu un pain chaque, mais ce n'était pas assez. Question. Alors que vous étiez dans le bateau, y avait-il des gardes sur le bateau? Et combien y en avait-il s'il y en avait? Réponse. Il y avait 2 gardes à la proue et 2 à la poupe, et ils étaient armés. Question. Savez-vous pourquoi il y avait des gardes armés à bord du bateau? Réponse. Ils avaient peur que les gens s'enfuient ou plongent dans l'eau. Personne n'osait s'enfuir. Question. Et savez-vous dans quelle direction le bateau allait? Réponse. C'était en direction de Prepno. J'ai cru qu'ils allaient nous faire monter dans un camion et nous emmener à Phnom Penh. Mais en fait, le camion nous a amenés jusqu'à Pursat et Battambang. Question. À votre arrivée à Prepno, avez-vous été reçu ou accueilli par un groupe de gens? Réponse. Il y avait un camion qui attendait. Question. À part le camion, avez-vous vu s'il y avait des villageois qui sont venus vous voir, vous accueillir et vous aider? Vous ou d'autres personnes, par exemple, vous aider à débarquer? Réponse. Non. Il n'y avait personne. Il n'y avait que des camions qui nous attendaient. Question. Y avait-il des gardes qui vous attendaient sur la rive? Réponse. Oui, il y avait des gardes. Une fois que le bateau a jeté l'ancre, il y avait des gardes qui nous ont dit de monter dans les camions. Et une fois le camion plein, il s'en allait et ensuite les gens montaient dans le prochain camion. Question. Pouvez-vous décrire le camion? ដូចឡានត្រង់អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញ Réponse. C'était un camion avec une cage derrière et nous devions rester debout. Il n'y avait pas de place pour s'asseoir. Question. Vous dites qu'on vous a remis du pain, mais qui vous a donné du pain? Pour vous et votre famille et d'autres personnes. Réponse, je ne savais pas. Tout ce que je savais, c'est que c'est le chef d'unité qui nous a remis du pain. Et je ne le connaissais pas. Question. Pouvez-vous dire à la chambre combien de gens ont débarqué du bateau? Est-ce que c'était juste simplement votre famille? Réponse. Non, il y avait beaucoup de gens, pas simplement ma famille. D'autres familles sont débarquées. Nous étions tout un groupe de gens à descendre du bateau. Question. Toujours au sujet du pain qui a été donné aux passagers sur le bateau. Vous a-t-on donné autre chose? Réponse. Non, rien d'autre. Simplement un pain chaque.
ថាពេលនោះមានឡានចំនួនប៉ុន្មានដែរ Question. Vous dites que des camions vous attendaient. Combien de camions y avait-il à votre arrivée? Réponse. Il y avait beaucoup de camions. Je ne me souviens pas du nombre exact, mais il y avait beaucoup de camions et beaucoup de gens. Parce qu'à chaque fois qu'un bateau arrivait au port, des camions arrivaient pour transporter les passagers. Question. Quelle impression ces passagers vous ont-ils fait? Quelles étaient leurs expressions? Réponse. Les gens ne voulaient pas monter à bord des camions, ils voulaient rentrer en ville, rentrer à Phnom Penh. Ils ne voulaient pas laisser leurs affaires derrière eux, mais ils ont été contraints de partir. Ceux qui s'y opposaient couraient de grands risques. Question. Est-il vrai que des gens étaient contraints de monter à bord des camions? Réponse. Les chefs d'unité et les soldats des Khmers rouges étaient prêts à contraindre tout le monde à monter à bord des camions. Question. Comment avez-vous su que ces personnes qui forçaient les gens à monter à bord des camions étaient des soldats des Khmers rouges ou des chefs d'unité? Réponse. C'était des soldats Khmers rouges qui côtoyaient les chefs d'unité. Ils étaient là pour nous dire de monter dans les camions. Question. Comment étaient-ils habillés, ces personnes? Par exemple, les soldats et les chefs d'unité. Réponse. Ils portaient tous les mêmes tenues. Chemise noire, pantalon noir, avec des sandales fabriquées à partir de pneus de voiture. Les soldats étaient armés, mais les chefs d'unité n'étaient pas armés. Question. Les passagers du bateau étaient-ils obligés de porter la même tenue vestimentaire que les soldats et chefs d'unité? Réponse. Ma famille et moi-même portions encore les mêmes habits. Nous n'avions pas encore reçu des habits noirs. Le président. Merci. L'avocate des parties civiles. Merci, Madame la partie civile. Nous allons lever l'audience et reprendre demain à 9 h. L'audience de demain commencera avec la suite de votre comparution, Madame la partie civile. Sachez, Madame Auri, que votre comparution n'est pas encore terminée et que vous devez vous présenter ici à nouveau demain. Huissier d'audience, veuillez vous rapprocher de l'unité d'appui aux témoins afin de prendre en charge et d'accueillir le témoin ce soir, la partie civile ce soir, et la reconduire au prétoire demain matin, le 23 novembre 2012 à 9 h.
le personnel de sécurité, veuillez accompagner M. Nunchia et Khieu Samphan au centre de détention et les reconduire au prétoire demain avant 9 h du matin. L'audience est levée.